Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de la conversation. Pour une fois que je fais une intro one-shot bien. Ouais, ça va. Attends, la refait. Il faut refaire le cap du coup. Ouais. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on accueille quelqu'un d'assez spécial, notre invité Simon Bernat. Eh bien, bonjour Ludovic. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors Simon, tu es cofondateur de la société Squadra, donc figure montante de la French Tech Microsoft depuis 2021. Et tu es membre du board de l'association France de l'IMCP. L'IMCP qui est l'association des partenaires Microsoft. C'est ça. Que tu es membre du board. Exactement, merci. Disons, c'est flatteur, hein, je vais rougir. Non, mais c'est vrai, effectivement, j'ai la chance de diriger Squadra, qui est une joint venture d'Ardis Group et Selenza. Et on a à cœur d'accompagner les entreprises dans l'évolution et leur cycle de vie de l'écosystème Azure et M365. Okay. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand un client fait un projet et qu'il déploie son projet dans l'écosystème cloud Microsoft, eh bien, il se retrouve face à un mur de nouveautés. Et donc nous, on essaie de l'accompagner sur son cycle de vie. Est-ce que l'IMCP, quel est le rôle de l'IMCP dans tout ça? Alors, l'IMCP dans l'écosystème français, c'est l'association reconnue et officielle de l'écosystème des partenaires Microsoft. Okay. Donc c'est une association à la base internationale, okay. donc, qui est dans tous les pays du monde. Et en France, c'est 80 membres. Moi, je fais partie du board. Hein. Le board, c'est une dizaine de personnes qui s'activent pour créer des événements, relayer les messages Microsoft auprès des acteurs de l'écosystème, mais également de vulgariser. Je crois que c'est le thème de la conversation. C'est le thème de la conversation. Voilà, savoir vulgariser. Donc l'IMCP, ça a ce but-là aussi, c'est de vulgariser la complexité des programmes partenaires. Okay. Donc c'est vraiment dédié aux partenaires de l'écosystème Microsoft. Aujourd'hui, on va parler justement de tout cet écosystème. Et depuis plusieurs années, on entend un terme. Enfin, moi, personnellement, j'entends un terme assez régulièrement qui est la transformation digitale. Ouais. Est-ce que vous êtes là-dedans, typiquement? Je ne sais pas ce que c'est la transformation digitale. Moi, je ne vis pas dans le passé. Non, la transformation digitale, c'est bien quand on parlait de l'arrivée du haut débit, le début du cloud, où là, ça a apporté une révolution et ça venait bouger les lignes chez les clients. Ouais. Aujourd'hui, tous les clients, quand je parle des clients, je parle des entreprises, des PME françaises, les sociétés de taille intermédiaire, puisque c'est les entreprises que j'accompagne. Hein, et elles ont vécu ces virages. Okay. Elles sont au bout du premier cycle, le premier cycle de la cloudification ou de l'évolution de leurs usages. Et donc, c'est vrai que je ne parle pas de transformation digitale. Okay. On parle plutôt de développement de nouvelles activités, d'essayer de trouver de nouveaux enjeux business pour leur croissance. Et donc, moi, la transformation digitale, voilà, quelqu'un qui me parle de transformation digitale, je fuis, quoi. Clairement. Carrément. Tout à l'heure, tu m'as parlé de la cloudification. Oui. Comme tu le sais, le but, c'est de vulgariser. Qu'est-ce que la cloudification? La cloudification, c'est le fait pour une entreprise. J'ai bien dit, la cloudification? C'est le fait pour une entreprise d'investir dans des solutions non hébergées chez elle. Pour faire simple, qui ne sont pas installées sur leur système d'information. Voilà, et qui ne sont pas installés dans leur bâtiment, ou qui ne sont pas en local proche de chez eux. Local, voilà. L'idée pour une entreprise aujourd'hui, c'est avoir l'opportunité de ne pas investir sur des coûts locaux avec tous les risques que ça entraîne, exactement, et de pouvoir trouver de l'agilité dans la manière de travailler. Puisque quand on déporte, on a accès à des ressources quasiment illimitées. Et la cloudification, c'est ça, c'est donner la possibilité à concevoir, créer une architecture informatique quasiment illimitée en termes de ressources et de performance. Je vais revenir sur la transformation digitale qui est pourtant un terme J'ai toujours mal à l'oreille quand on parle de cette transformation digitale. Qui est selon toi un terme passé. Oui. Du coup, maintenant, aujourd'hui, en 2025, on parle de quoi? Alors, on parle, ça dépend de la maturité de l'entreprise, mais de plusieurs éléments. On parle plutôt de révolution et le terme, par contre, qui revient et que tu entends un peu plus souvent maintenant, c'est disruption. C'est-à-dire disruption, c'est en fait d'essayer de faire évoluer son modèle. En France, on est très ancré dans le modèle classique, assez hiérarchisé, PME, ETI et même grands comptes CAC 40, même s'ils essayent de pouvoir organiser différemment la manière de travailler ensemble. Mais globalement, en fait, l'idée, c'est d'arriver à tester de nouvelles choses, d'aller tester des nouveautés pour voir si le modèle sur lequel on travaille, le modèle de développement économique, peut être bousculé par les technologies. Donc on va faire beaucoup de tests et l'IA vient casser tous les dogmes, toutes les croyances qu'on pouvait avoir, et ça vient également créer de nouvelles opportunités sur ces croyances qui sont complètement bougées par l'arrivée de l'intelligence artificielle et donc des innovations associées. Donc du coup,
révolution, si tu veux le terme. Ouais, ok, voilà. Révolution. Regardez la vidéo en 0.8. Dans cette révolution de l'IA, parce que tu l'as bien précisé, j'entends beaucoup de noms. Et j'ai envie de te poser une question un peu, pas provocatrice, parce que je suis pas comme ça, mais copilote versus les autres. Parce que j'entends beaucoup parler de copilote ces derniers temps, ce qui n'était pas le cas au début de cette révolution. On parlait beaucoup d'un autre, ChatGPT, et maintenant c'est Copilot. C'est qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, à un niveau en termes technologiques et de fonctionnalité et d'opportunité, tu n'as pas d'équivalent face à Copilot. D'accord ? Okay. Dans l'écosystème Microsoft, tu as Copilot pour Microsoft 365, qui est en fait l'extension d'Office. Pour simplifier et pour parler simplement à tous les utilisateurs qui vont regarder cette vidéo, c'est demain dans ton écosystème, tu travailles sur Word, tu peux avoir de l'aide, tu travailles dans Teams, tu peux avoir de l'aide, et tu travailles dans ton écosystème Office, tu as de l'aide. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la stack technologique, on va dire la stack, je vais traduire en français, c'est l'écosystème technique dont les développeurs informatiques vont pouvoir se servir pour développer des applications ou faire évoluer leur application. Donc un cas d'usage très concret, quand un développeur informatique va vouloir réviser son code, plutôt que de devoir repasser ligne par ligne, aujourd'hui, GitHub Copilot va pouvoir analyser précisément là où il a fait des erreurs. Okay. Donc instantanément, ça va améliorer la qualité du code et améliorer le temps de développement d'une application. Okay. Voilà. Et il y a un an, on ne pouvait pas le faire. D'accord. En préparant cette interview, tu m'as parlé d'un article du président de Microsoft. Satya Nadella. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Satya Nadella a déclaré la semaine dernière que les SaaS compagnies sont mortes. C'est assez provocateur. On coupe? Non, pour préciser, en fait, effectivement, il a mis les pieds dans le plat. Et je pense que c'est aussi l'objectif de la conversation, c'est de rentrer sur les sujets d'actualité forts pour les entreprises. Une SaaS compagnie, c'est quoi? C'est un éditeur logiciel qui va créer dans son écosystème un logiciel et le vendre. D'accord? Satya Nadella a dit ce modèle-là explose grâce à l'intelligence artificielle ou à cause d'eux. Moi, je pense que c'est plutôt grâce. C'est le fait de pouvoir permettre à ces sociétés, ces entreprises de logiciels, de pouvoir créer des connecteurs entre elles et de pouvoir créer un écosystème favorable à leur intégration. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'intelligence artificielle il y a quelques minutes. Donc, et ça fait 1 an que c'est dans l'écosystème Microsoft. Microsoft a déjà intégré un nouvel élément qu'on appelle les agents. Aujourd'hui, on va parler d'agents intelligence artificielle, d'agents copilotes. Le terme agent, c'est un terme qui est repris dans tout l'écosystème informatique. D'accord ? C'est pas uniquement l'apanage de Microsoft. Chez Salesforce, c'est aussi utilisé pour parler d'agents Salesforce. Donc, les gros éditeurs du marché qui cherchent à monter en valeur leurs solutions vont s'appuyer sur des agents qui vont être amenés à communiquer. Et c'est en ça que Satya Nadella explique qu'aujourd'hui, le virage des agents est très important. Les SaaS compagnies qui sont isolées et qui vivent de leur propre écosystème et qui ne communiquent pas tendent à mourir versus celles qui vont être en capacité, quand je dis celles, les entreprises, qui ont un logiciel et qui commercialisent, communiquent et convergent vers un écosystème favorable aux utilisateurs finaux, finalement. Okay. Est-ce que toi, tu as des use cases, enfin des cas d'usage, à nous partager qui t'ont marqué dans ton écosystème? Oui, pour parler d'un cas d'usage très concret, moi j'ai la chance d'être dans des écosystèmes où je travaille avec des commerciaux. Okay. Et beaucoup de clients se posaient la question d'améliorer la qualité des comptes rendus de rendez-vous, notamment en visio. Okay. C'est un cas d'usage assez simple. Alors, ça ne touche pas que les commerciaux, mais ça peut toucher toutes les personnes qui sont amenées à faire de la visioconférence avec un but administratif, à faire des rapports. Et donc, l'objectif, notamment avec Microsoft Copilot dans Teams, tu as la possibilité, lorsque tu fais une réunion, d'analyser ce qui est dit et ce qu'on appelle le transcript. Le transcript, c'est en fait le compte-rendu de tes mots en écriture. Et ça, en fait, aujourd'hui, l'IA dans l'écosystème Copilot, c'est l'analyser, c'est classifier les moments importants et ensuite, c'est définir un plan d'action et même créer les réunions associées à cette première réunion, les tâches, etc. Donc, ça communique et donc ça te fait gagner un temps fou. Quand je dis un temps fou, c'est pour que ça parle. Si tu passes, je sais pas, par jour, tu fais 3-4 réunions, ça va te faire gagner entre 30 minutes et 1 heure lié à tes comptes rendus. Parce qu'en général, tu as envie de faire tes comptes rendus propres, clairs. Bah là, tu as juste à les réviser, à les ajuster si tu vois qu'il y a des éléments qui manquent et puis corriger les potentielles fautes d'orthographe ou d'interprétation des noms et des personnes qui vont entendre parler. Et puis derrière, de pouvoir les envoyer. Ok. Et toi, sur ce type de projet-là, comment tu vas évaluer le retour sur investissement sur ce type de projet IA?
Alors, tu vas permettre de déjà cumuler le temps gagné. Ok. Premier retour sur investissement, c'est quel a été le temps pour adopter la solution versus le temps qui a été pour la déployer et l'utiliser. Et ensuite, tu regardes le temps qui a été gagné sur l'ensemble des équipes pour orienter ce temps sur des tâches à plus forte valeur, comme de nouveaux rendez-vous clients par exemple, ou de la prospection, si on reste dans le cas commercial. Mais ça peut être le même cas sur les ressources humaines. Quand tu fais un entretien candidat, le temps de faire le compte-rendu, le temps de définir si tu as des red flags et des green flags, ce côté, est-ce qu'il a les soft skills qui correspondent aux hard skills. Soft skills, hard skills. Voilà, c'est les compétences fortes et les compétences, on va dire, comportementales de la personne, son éloquence, sa manière de se présenter. Et donc, si tu arrives à analyser tout ça, l'IA peut t'aider lors d'une conversation, à détecter des signaux que toi, tu n'aurais pas vus, par exemple. Donc, tu vas avoir un gain sur ta qualité de compte-rendu. Donc, tu as aussi des éléments non factuels, mais qui sont tout aussi importants. Tu vas pouvoir analyser la qualité des échanges et ça va pouvoir aussi, toi, t'auto-analyser sur la manière dont tu travailles. Donc, ça fait progresser à 3 niveaux. Ton équipe, toi individuellement, et puis la qualité potentiellement demain des recrutements, de tes tâches commerciales, etc. Donc, administrativement, tu peux avoir des gains quasiment instantanés sur quelques tâches à très forte valeur ajoutée. Ok, donc le premier indicateur, c'est le temps. Le premier indicateur de mon retour d'expérience d'1 an et de mes clients, c'est le temps. Ah, mais du coup, on a très peu de recul vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on sait si c'est dangereux pour notre écosystème ou même pour notre système? Oui, alors ce qui est dangereux, c'est pour les incompétents. Pardon, mais je suis encore provocateur, mais on a une notion dans le management global, on cherche des gens engagés et compétents. Et puis, on essaye de former ceux qui sont un peu moins compétents pour qu'ils le deviennent. Mais ceux qui sont incompétents, avec ces outils-là, tendent à disparaître, en tout cas sur la manière de faire leur travail et tout au moins de monitorer leur travail et de le piloter. À l'inverse, c'est aussi dangereux parce qu'un incompétent qui maîtrise une IA, bon, ça peut faire effet de fumée, écran de fumée. En tout cas, là, je parle de l'utilisateur lambda. Maintenant, dans un développement de projet informatique, ça peut être exceptionnel quand une équipe d'experts utilise de l'IA pour monter encore en valeur, c'est énorme. Dans la recherche, par exemple, il y a des cas très concrets dans la recherche française pour des vaccins, pour la biologie, etc., où l'IA va apporter énormément de solutions vis-à-vis de la limitation humaine d'un cerveau. D'accord, on ne peut pas encore utiliser 100% de notre cerveau. L'IA ne lui se pose pas cette question, il a la capacité à calculer beaucoup plus vite. Et donc, la science, c'est aussi beaucoup de calcul. Donc, en ce sens, c'est un terrain de jeu énorme pour trouver des solutions sur la santé, notamment pour demain, pour des traitements, etc. Donc, il y aura toujours, ça va se contrebalancer, mais comme tout, les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Donc, tu as les deux cas d'usage. Ouais, une entreprise par exemple qui aurait plusieurs applicatifs pourrait rassembler le tout grâce à l'IA, condenser toutes ces informations-là. Oui, c'est un très bon exemple ce que tu cites parce qu'il y a une notion de convergence et d'harmonisation. Une entreprise, elle va chercher à optimiser ses coûts et il y a un terme en anglais qu'on appelle le shadow IT, le fait d'essayer de faire converger, d'identifier toutes les solutions IT qui ne sont pas maîtrisées par l'informatique. Bon, l'IA, ça en amène d'autres, mais à l'inverse, s'il y a une vraie trajectoire ou stratégie d'amélioration de la qualité du système d'information, ça peut avoir un impact très fort. Pardon. Tu parlais du PDG de Microsoft, je vais être provocateur aussi de mon côté. Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire tout ça? L'IA, est-ce que c'est révolutionnaire? Ouais. Est-ce que c'est pas justement, tu parlais d'écran de fumée, est-ce que c'est pas juste un vulgaire écran de fumée? Je vais te répondre sur le même ton. Je te dirai quand on aura réussi à trouver la sortie de la matrice. Parce que pour l'instant, on est bloqué dans une matrice, on teste des choses. Simon Bernayek est Néo. Il faut chercher le lapin blanc. Pour répondre sérieusement, oui, c'est révolutionnaire parce que ça crée une nouvelle dynamique économique. Donc économiquement, ça bouge vraiment, ça redistribue les cartes, ça bouge l'écosystème, ça donne envie à des jeunes de se lancer. Et donc, je pense qu'on est qu'aux prémices de la révolution, dans le bon sens du terme, technologique. Et ça va apporter de très belles solutions. J'en suis assez certain. Dans les 2-3 prochaines années, on peut refaire la conversation dans 2-3 ans. On n'aura plus du tout les mêmes choses à dire. Est-ce qu'on sera là? J'espère bien. Peut-être qu'on sera remplacé par des IA. Vous imaginez un Ludo remplacé par ce serait marrant d'essayer de faire une conversation entre IA sur l'IA
avec le même ton que la conversation. Ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer, pourquoi pas, de créer des personas de Ludo et de Simon avec les mêmes tons, en lui donnant... Pour voir ce qu'ils vont dire. Ouais, pour voir. En leur donnant à consommer par exemple cette vidéo, en les entraînant sur la manière de parler, en leur générant des intonations. Pourquoi pas? Moi j'aime bien mon petit canapé. Mais déjà même aujourd'hui on peut nous faire dire ce qu'on veut là, on pourrait juste utiliser la manière dont on se pose, etc. Ça veut dire si on dit n'importe quoi, on refait la vidéo avec l'IA et ça passe. Ouais, exactement. Donne la parole à des gens comme moi, t'imagines? Je vais couper ça. Non. Alors là, mon ami, on va pas la couper. Non. Simon, merci. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn? Oui, LinkedIn, c'est très bien. LinkedIn? Voilà, exactement. Vous pouvez me connecter. Toi, hein? Oui, je suis présent, j'aime bien. Je trouve que LinkedIn, c'est encore un terrain de jeu favorable à des idées concrètes dans le monde professionnel. Contactez-moi sur LinkedIn, je peux dire ça. Contactez Simon sur LinkedIn. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode 2 de la saison 2 de la conversation. Allez, à très bientôt. Salut!